On connaît tous et toutes sa musique, mais la personne derrière ses chansons iconiques n'avait jusqu'ici jamais pu raconter son histoire. Britney Spears, c'est 9 albums studio, une 50aine de singles et 200 millions de disques à travers le monde. La princesse de la pop s'est fait connaître du grand public à la fin des années 90 et elle a été classée par Billboard comme la 8e plus grande artiste des années 2000. Connue pour ses succès mais aussi ses déboires et scandales, elle revient sur les éléments marquants de sa vie, sa fulgurante ascension, sa relation avec Justin Timberlake et le bébé qu'ils auraient pu avoir ensemble, ou encore sa mise sous tutelle qui a duré 13 ans. Elle livre enfin sa version dans son livre La femme en moi, publié le 24 octobre aux éditions J.C. Lattès. Je l'ai lu et je vous résume tout ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog délocalisé comme vous pouvez le voir. On n'est pas dans mon salon. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je nous trouve un spot un peu sympa. On pourrait se mettre avec les petites poulettes. Il y a les petits coqs là qui s'emballent. Hein. Ici c'est pas mal, c'est beau ça. Alors attendez, on y va. Ça peut valoir cher. Hein. Si, il y a un truc, c'est pas mal. Il y a un peu des petits trucs un peu crevés, mais toujours mieux que les premières vidéos que j'ai filmées. Je suis à Tahiti. Voilà, je vous le dis, ça se trouve vous en pétez un rein, mais je suis... Oui, il y a beaucoup de fourmis. Je suis là pour le salon du livre de Tahiti, tout simplement. Voilà, c'est pour le travail. Tout de suite, des images de moi en train de travailler. C'est mon dernier jour, je prends l'avion ce soir et je me suis dit que faire de ce dernier jour? Eh bien pourquoi pas lire le livre de Britney Spears. Oui, tout à fait. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie de le lire, eh bien écoutez, je vous en fais un résumé très détaillé. Hein. Donc si vous avez prévu de le lire, clairement là, le but de cette vidéo, c'est le spoil, à fond les ballons. Ce livre, il s'appelle La femme en moi et elle revient tout simplement sur toute sa vie en un petit peu moins de 300 pages. Et elle raconte déjà comment est né un peu son amour pour la musique. En fait, c'était une femme de ménage qui avait été embauchée par ses parents quand elle avait 3 ans. Et elle l'a entendu chanter du gospel et là, il y a eu son amour pour la musique qui est né et elle a fait ses premières auditions quand elle avait 5 ans. Elle raconte donc comment elle a grandi à l'origine dans une famille avec pas beaucoup d'argent et puis comment petit à petit son père a eu plus de succès mais c'était un sacré alcoolo. Voilà, et donc du coup elle a vécu une enfance pas fun, clairement pas fun dans le sud des États-Unis, dans la Louisiane. Le moment où il y a eu un petit début de quelque chose, une petite étincelle, c'était avec le Mickey Mouse Club qui a révélé pas mal de stars d'aujourd'hui, notamment Ryan Gosling, Justin Timberlake ou Christina Aguilera. Après le Mickey Mouse Club, tous ces petits gens avec qui elle a fait connaissance ont envie de devenir des stars et donc se lance dans plein de trucs. Justin Timberlake par exemple, il commence à avoir son premier groupe. Elle est plutôt dans l'idée de retourner chez elle, retourner un petit peu à la vie, voilà, être une ado un peu normale, fumer les premières clopes, sortir avec les copains, ce genre de choses. Et finalement, à 15 ans, elle va signer son premier contrat pour un album. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en mode une villa pour la mama, un vrai esprit de rappeur. Elle met la famille à l'abri et elle aide sa famille qui, depuis le début, comme je vous le disais, ne roulait pas sur l'or. Et ce qui est assez frappant, et je trouve qu'on a beaucoup vu dans les interviews, en tout cas moi récemment, le contenu que j'ai pu voir sur Britney sur les réseaux sociaux, c'est la sexualisation de ouf autour d'elle en fait, c'est-à-dire par les médias en général, genre les questions qu'on lui posait. Elle compare notamment à Justin Timberlake. Elle dit: je pouvais pas m'empêcher de remarquer que les questions pendant les talk shows étaient différentes. Tout le monde faisait des commentaires chelous, elle dit pas chelou, ça c'est ma traduction un peu à moi, sur ma poitrine, me demandait si j'avais fait de la chirurgie. Everyone's talking about it. Ouais. Well, your breasts. Il y a un moment, par exemple, je prends un peu les petites notes, j'ai pas encore tout retenu de ce fabuleux livre. Elle avait fait une performance, un show quoi. Après ça, il y a des journalistes qui se sont amusés à aller poser des questions aux gens dans la rue, genre ouais, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Pendant une interview avec MTV, donc c'est MTV qui a fait ça. En fait, ils sont tout simplement allés voir Britney et ils lui ont montré tous les commentaires de ce que pensaient les gens. Et dedans, il y a plein de gens qui disaient oui, elle corrompt la jeunesse, elle porte des crop tops, elle devrait pas. What I would say to Britney, if I saw her on the street, I'd probably tell her, think about those 12-year-olds that listen to your music, and think about the 12-year-olds who saw you on the VMAs, and think what they're thinking. They probably are thinking that it's okay to dress like that, which it's not. She's just wearing those kind of clothes to get attention, and really if she was such a great musician or artist, she wouldn't have to wear such skimpy outfits to be as well known and as famous. Et en fait, je me rapproche un petit peu de vous parce que je commence à avoir mal au huc. Et en fait, à partir de là, ça crée un truc hyper chelou où il y a des mecs de plus en plus âgés qui viennent la voir et elle sent qu'elle est en train de devenir ou en tout cas à travers leurs yeux une sorte de Lolita un peu chelou. Ça me rappelle l'histoire d'une autre célébrité, c'est Nathalie Portman. I was so excited at 13 when the film was released and my work and my art would have a human response.
A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday, euphemistically the date that I would be legal to sleep with. Et il y a eu tout ce truc aussi avec sa relation avec Justin Timberlake, qu'il a avoué dans la presse qu'ils avaient couché ensemble. En fait, c'est trop bizarre parce qu'à la fois, genre, tout le monde jouait sur ce concept de la fille pure, machin, et de sa virginité, et en même temps, tout le monde avait envie de se la faire. Et une fois qu'elle était plus pure, en fait, dans les médias, elle s'est faite dégommer, alors que Justin, pas du tout. Hein, ça, c'est une autre histoire, vous vous en doutez. Je vais vous emmener ailleurs, vous faire un peu visiter. Je vais pas vous faire visiter Tahiti, hein, malheureusement là on reste à l'hôtel, mais je commence à avoir des fourmis dans les jambes et littéralement des fourmis sur mes jambes. Alors on va bouger. Gros succès pour la pistouche. Hop là. Oh ça court. Il y a mes petits copains. Tu as l'air tout fatigué mon chien. Toi tu veux du câlin ou tu veux faire dodo? Oh, toi tu veux du câlin. Attendez, je vais aller chercher un petit truc à boire. C'est local, c'est du bubble tea. Mango ice. Est-ce que c'est bon ou pas? Attendez, on va découvrir ça tout de suite. J'ai pas envie de me péter un ongle. Je m'en suis déjà cassé un ce matin en tuant un cafard. Ah, c'est pas mal, hein? En fait, c'est un truc de fou comment on la connaît aussi beaucoup à travers ses relations amoureuses et tous les déboires qu'elle a pu avoir. Peut-être que ce qui fait vendre le plus, en tout cas ce qu'on a vu dans les médias, c'est sa relation avec Justin Timberlake. Navré pour ses accents à l'américaine, hein, vraiment. Ils ont commencé à sortir ensemble, je crois qu'ils avaient une quinzaine d'années. Et Britney, elle dit qu'elle était vraiment hyper in love. Elle était croque-love de Justin, au point où limite c'était trop. Genre elle se rendait compte que c'était un peu too much. Et elle avait tout à fait conscience que le boug la trompait. De manière assez régulière. Mais elle était en mode, tu sais quoi, je suis grave amoureuse, en vrai je fais un peu petit pas de côté, tu vois, tous les couples ont leurs problèmes, on va dire que ça c'est le nôtre, on n'en parle pas. Et ils en parlaient pas surtout quoi, c'était vraiment en mode secret, juste lui il faisait un peu ses affaires à côté, mais il avait l'air de s'en vanter. Et c'est là où bah c'est pas très sympa. Et ce qui va se passer, c'est que Britney va faire la même chose. Britney également va le tromper, mais une fois. Alors, après c'est ce qu'elle nous dit, hein, c'est sa version de l'histoire, hein. Moi je vous le donne comme on me l'a vendu. Et donc elle le trompe une fois, elle lui en parle et ils décident tous les deux de passer l'éponge. C'est pas grave, on passe à autre chose, on s'aime, c'est le plus important. Et donc là il commence à se passer un truc un petit peu bizarre si vous voulez mon avis. J'imagine que oui, vous êtes sur ma chaîne. Bonsoir si vous n'êtes pas déjà venu, enchanté. Il est sur le point en fait de passer, de faire son premier album, d'être en mode carrière solo. Et à partir de là il devient un petit peu plus distant. Et Britney elle sent qu'en fait il a clairement envie d'utiliser leur relation comme matériel pour un peu faire le mec un peu écorché par la vie et utiliser cette histoire d'adultère. Et donc tout bonnement il la largue par texto. Voilà. Écoute Britney, force à toi, on en est passé par là. Enfin je parle de moi, hein, on s'en remet, mais c'est pas sympa. Et ce qui se passe c'est que là Britney elle est terrassée. Vraiment pendant des mois, elle est pas bien. Et on comprend, une rupture ça fait mal. Pendant des mois, c'est à peine si elle pouvait manger, elle parlait à personne, enfin elle était dans le mal. Et un jour il vient la voir, essayer d'être sympa ou quoi, je ne sais pas, de la consoler. Il lui écrit une lettre qui l'encadre. Les derniers mots de cette lettre, c'est « Je ne peux plus pas respirer sans toi ». Et Britney a gardé cette lettre et elle est sous son lit. C'est très bizarre cette histoire. Le problème c'est qu'à cette période, Britney elle taffe, hein, elle charbonne, elle est en tournée donc elle peut pas s'arrêter, donc elle continue mais clairement elle n'est pas épanouie au travail alors que jusqu'ici, genre toute la période de son premier album, elle raconte que c'est vraiment le moment où elle a le plus kiffé, elle était vraiment épanouie et là, elle est obligée de se forcer pour faire le truc quoi. Et franchement, c'est pas très agréable. Et à côté de ça, Britney apprend que la semaine de la rupture avec Justin, il aurait couché avec 6 ou 7 femmes. Hein. Il a la santé. Hein. Après ça, Justin sort son album et là, Britney s'en prend plein la gueule, notamment avec la chanson Cry Me a River où on comprend que Justin raconte qu'il a été trompé par son ex et tout le monde sait que son ex, c'est Britney. Et là, elle raconte qu'en fait, pendant des mois et des mois, où elle allait, elle se faisait huer, genre littéralement huer par les gens. Et que ça a mis un coup à sa carrière ou en tout cas à son image. Et il se passe cette interview trop bizarre avec une journaliste qui s'appelle Diane Sawyer où elle demande clairement des comptes à Britney sur mais comment t'as pu briser le cœur de ce petit jeune homme américain quoi, ce petit homme adoré par la nation et elle devient vraiment la grande méchante. Et c'est une interview qui dure hyper longtemps avec beaucoup de questions très personnelles donc genre trop bizarre. Et où en fait elle finit par craquer, Britney elle finit par être en pleurs. Strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed. Can we stop this?
Après ça, il y a quelques petits moments où elle essaye un peu de s'en foutre de ce que pensent les gens parce que clairement, elle sent que son image est pas dingue, donc elle se dit autant aller faire un peu la teuf, profiter de la vie à Las Vegas. Là-bas, elle se marie avec son meilleur ami d'enfance, avec qui il s'est jamais rien passé plus que de l'amitié et clairement juste, ils étaient complètement torchés et ils se sont mariés, ils se sont pas rendus compte. Très vite, elle a divorcé. Ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, c'est ses parents qui l'ont un peu forcé à divorcer. En tout cas, ils l'appellent le lendemain en mode mais qu'est-ce que t'as fait? Dépêche, on va régler ça pour que tu divorces. Et donc c'est un mariage qui a duré 55 heures et ma petite fleur elle est en train de tomber, dis donc. Et elle raconte en fait que elle a même pas eu le temps vraiment de se poser la question du mariage, de est-ce qu'elle voulait rester dans ce mariage ou quoi que ce soit, parce que juste on lui a un peu mis des idées dans la tête. Et c'est tout ce qu'on retrouve, je trouve, pas mal dans sa carrière, c'est qu'elle a commencé tellement tôt, tellement jeune, qu'en fait il y a très peu de décisions qu'elle a pu prendre et que c'est ça qu'on ressent qui est très positif à la fin du livre, c'est que maintenant elle est enfin en train de pouvoir choisir en fait. Et que le titre ce soit Femme, la femme en moi, je trouve ça très beau et très symbolique. C'est genre ça y est, enfin c'est une femme, elle peut décider, elle n'est plus à ce rang d'enfant auquel elle a été gardée très longtemps, notamment à cause de son papa, mais ça je vais y revenir un tout petit peu après. Mais là on va continuer un peu sur les histoires de love. À ce moment-là, elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Kevin Federline. Et là c'est l'amour fou, c'est une belle histoire d'amour qui commence. C'est un peu la libération, c'est Britney qui enfin peut se remettre de cette histoire difficile avec Justin qui lui a brisé son petit cœur, où c'est très tendre, c'est très doux, mais en fait personne n'est ok avec cette relation. Déjà elle finit par apprendre qu'en fait il est papa, qu'il a quitté son ex avec qui il a 2 enfants, un qui est en bas âge et un qui juste est encore dans le bide de son ex. Donc voilà, Britney ça l'a refroidi un petit peu, mais quand même ils ont une histoire d'amour qui a l'air assez fusionnelle. Ils vont se marier, avoir des enfants. En fait Britney elle se retrouve toute seule avec son mari qui est toujours sur la route. Son mari il a envie de devenir famous, de s'occuper de ouf de sa carrière, et donc petit à petit il va délaisser Britney. Quand elle vient le voir à des spectacles ou ce genre de choses, le bodyguard, donc le garde du corps, l'empêche de voir son mari. Plus tard, il réfutera que c'est pas vrai, etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle vit sur le moment. Et donc, petit à petit, ça va de moins en moins bien et le divorce est proche. Son équipe un peu de presse et qui gère un peu son image médiatique lui fait comprendre qu'il faut que ce soit elle qui pose les papiers du divorce, qui demande le divorce, parce que si c'est lui, en gros, qui le demande, ça fait tiep, quoi. Mais ils lui disent clairement, il va le faire, donc genre limite, il faut que tu te dépêches pour le faire. Donc Britney, elle croit ça, sauf qu'en fait, c'est ce qu'elle fait, et elle passe pour la méchante dans la presse, parce que de leurs 2 enfants, le deuxième, ils sont nés à très peu de temps d'écart. Elle a eu son premier bébé, et puis après, le deuxième, 3 mois après avoir accouché. À ce moment-là, en fait, son deuxième fils, Jaden, il a seulement 2 mois, donc il est vraiment tout petit. Son ex-mari veut la garde complète de ses enfants, et c'est un moment où les paparazzi se régalent. Vraiment, ils attendaient que ça, de pouvoir voir Britney en train de galérer avec ses enfants. Et donc c'est horrible, il y a plusieurs images dans la presse qui sortent où elle est en train de pleurer avec ses gamins, et c'est juste... Elle a envie qu'on les laisse tranquilles, quoi. Et le moindre faux pas, le moindre petit truc où elle déraperait, en fait, on attend ça pour dire que c'est une mauvaise mère. Et c'est à ce fameux moment-là qu'elle décide de se raser la tête. Pour différentes raisons. Déjà parce qu'elle en peut plus, en fait. Elle en peut plus des paparazzis. Et aussi parce qu'elle a envie de se réapproprier un peu son corps, de dire un gros fuck you à tout le monde, à ses parents. Et de plus représenter aussi ce symbole de beauté pour lequel elle était vachement mise en avant. Et donc elle fait ça. Et à partir de là, il y a quand même une forme de soulagement où... c'est rigolo, elle raconte qu'après elle s'est acheté plein de perruques et qu'elle se baladait avec des perruques et qu'elle était quand même un peu plus tranquille. Mais en fait, ça a vachement changé son image et elle était contente limite de dire non, je fais peur aux gens et enfin je suis tranquille, quoi, un peu. En tout cas, pour le moment. Niveau substance, c'est un tout petit peu flou dans le livre, mais de ce qu'on comprend, elle n'a pas eu l'air de consommer des choses ouf, juste voilà, de bien aimer faire la fête, mais un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais comme on l'a fait passer pour une folle, une alcoolique, une droguée, etc., elle décide de faire une cure de désintox. Et le but, c'est, elle se dit, ok, si je le fais, ça va me permettre d'avoir au moins la garde à 50% de mes enfants. Et en fait, c'est ça dont on se rend compte dans tout le livre, c'est que tout ce qu'elle fait, c'est pour ses enfants. Genre, elle est prête à tout pour ses enfants. Donc, elle accepte de faire cette cure de désintox. Son image continue de lui échapper. Pendant les interviews, on lui parle jamais de sa musique. On lui parle constamment du fait qu'elle se bat pour essayer de récupérer la garde de ses enfants. Ça me ferait rire d'aller vous filmer un petit plan dans la piscine, là. Ah, il y a l'air d'avoir moins de monde.
Écoutez, on a de la chance, il n'y a plus trop de baigneurs. Ce que je trouve intéressant dans le livre et dont Britney elle parle beaucoup, c'est aussi l'importance de la sororité. Elle parle de plusieurs femmes qui ont été là pour elle. Elle parle d'un voyage qu'elle a fait à Milan avec Donatella Versace, qui lui a fait trop du bien, qui l'a beaucoup aidé, qui l'a reboosté. Elle raconte aussi comment Madonna, elle a été comme un mentor pour elle et comment elle lui a donné grave de conseils. Et je trouve ça trop mignon comment elle le raconte. Et que Britney, c'est quelqu'un qui allait pas bien, c'est quelqu'un qui était dans la souffrance. Et de voir qu'il y a eu cette sororité et des meufs qui ont été là pour elle, ben franchement, ça fait plaisir. Elle décide Pardon, je suis gênée, il y avait du monde, je sais pas encore trop faire les vlogs quand il y a du monde. Elle parle de Oprah qui a été très bienveillante avec elle et que c'est une des rares personnes justement dans le milieu des médias qui en fait lui a dit, lui parler justement de toutes ces questions autour de sa sexualité, de dire mais en fait ça concerne son père, ça concerne que toi. Elle parle aussi beaucoup de la maternité, c'est un très très gros sujet dans le livre et en fait du fait qu'elle avait envie de créer une famille. Les gros trucs qu'on apprend dans le livre, c'est le fait qu'elle aurait pu avoir un bébé avec Justin Timberlake. En tout cas elle est tombée enceinte de lui et elle était dosée, franchement elle était prête à être maman, sauf qu'ils étaient jeunes, je crois qu'ils étaient autour de 18 ans et lui il voulait pas cet enfant, lui il était pas prêt à être papa, peut-être parce que ce gros charreau couchait avec énormément de femmes, voilà. Elle a tout de suite respecté ça en mode tu sais quoi, si tu veux pas un enfant je vais pas te le faire dans le dos, donc du coup elle a décidé d'avorter et ça a été hyper douloureux physiquement et émotionnellement pour elle parce qu'en fait elle pouvait pas aller avorter comme tout le monde entre guillemets, donc elle a dû faire ça depuis chez elle parce qu'une fois de plus les paparazzis la laissaient pas tranquille en fait cette madame, donc du coup elle a dû faire ça chez elle. Comment elle le raconte dans le livre, c'est dur hein. Elle raconte qu'elle était que c'est l'une des douleurs, la douleur même, la pire douleur qu'elle a jamais eue de sa vie, qu'elle était allongée au sol en train de pleurer et que Justin il savait pas quoi faire, il est allé avec elle dans la salle de bain et qu'il lui a chanté des chansons avec sa guitare et que ça a été un des pires moments dans sa vie. Et qu'une fois de plus, elle se questionne sur le fait de pas avoir trop eu le sentiment d'avoir deux choix parce que c'était un truc à deux et que lui vous le voulez pas et donc malheureusement elle a pas pu elle a pas eu d'enfant à ce moment-là, mais elle a toujours eu envie d'en avoir, donc elle a eu 2 enfants. Elle a failli avoir un 3e enfant il y a pas si longtemps que ça, mais malheureusement elle a fait une fausse couche. Il y a plusieurs moments où elle dit qu'en fait les moments dans la vie où elle est la plus heureuse, c'est quand juste elle est en train de faire une sieste avec ses enfants dans ses bras. Genre, honnêtement, c'est un livre, je m'attendais pas à être émue. Et je sais pas, elle a un côté très enfantin qu'on ressent dans le livre. Peut-être trop dans l'écriture. Honnêtement, l'écriture est un peu simple, voire simpliste. Mais elle a ce côté juste un peu enfant qui veut s'amuser, quoi. Qui veut passer des bons moments et qui a juste envie d'être aimée, qui a envie d'être entourée par les gens qu'elle aime. Et où plusieurs fois, elle fait ses allers-retours aussi avec sa famille, d'essayer d'aller vers eux et où en fait, ça marche pas, quoi. Ses parents, dès qu'elle était très jeune, ils ont voulu beaucoup contrôler sa vie et contrôler comment elle gérait sa célébrité, etc. Et à un moment où elle a été dans une relation, du coup, avec un photographe, après son mari, où elle était en train de se battre pour avoir la garde de ses enfants et que elle avait quand même un peu besoin de relâcher la pression. En fait, ses parents, ils étaient grave contre cette relation et vraiment, elle a traité comme une enfant alors qu'en fait, genre, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, ils lui ont fait un peu une embuscade, ils l'ont attirée dans une maison en lui disant viens, il faut que tu viennes. Et à cette maison, il y a des hélicos des flics qui sont arrivés et elle a été embarquée. Et en fait, à partir de là, il y a eu vraiment ce truc de dégringolade dans sa vie où en fait elle a été mise sous tutelle. Il y a 2 mises en tutelle qui sont possibles. Il y a une mise en tutelle qui est entre guillemets physique, où c'est là on considère que la personne n'est pas capable même genre s'alimenter. Et dis donc, ça recoule par ici. Et le deuxième truc, c'est une mise sous tutelle morale, donc bizarrement de tout ce qu'elle possède en fait. À partir de là, du coup, elle a plus du tout de liberté, donc elle est un peu enfermée dans une baraque et c'est son père qui décide de tout. Mais quand je vous dis tout, c'est genre tout, genre même ce qu'elle mangeait. S'il décidait qu'elle avait pas le droit de manger de dessert, elle mangeait pas de dessert. Et genre elle avait pas le droit. Il y avait tout le temps des gardes du corps qui observaient tout. Elle avait pas de téléphone avec elle, pas le droit d'avoir un téléphone, donc elle a déjà essayé d'en avoir un peu en secret et tout, mais ça durait pas longtemps. Et du coup, impossible de développer une vie amoureuse un peu saine et de rencontrer quelqu'un parce qu'en gros, à chaque fois que quelqu'un rentrait un peu dans sa vie, on lui racontait toute l'histoire de Britney, et quand je vous dis toute son histoire, c'est toutes ses activités sexuelles, etc. Donc pour justement écarter un peu les gars, et on lui faisait signer un document pour dire qu'il avait rien le droit de raconter de ce qu'il faisait, etc. Et aussi un test sanguin. En parallèle de ça, sa famille continue de se faire un max de fric sur son dos, parce que comme il y a cette histoire de tutelle, en fait c'est son père qui gère tout ce qui est thune. Sa maman se met à écrire les mémoires de sa fille. Il lui donnait 2000 € par semaine
2000 € par semaine pour Britney. Hein. Moi, genre, j'aurais 2000 € par semaine, je serais très contente. Mais je suis pas Britney Spears, genre, par rapport à l'argent qu'elle faisait, mais genre, abusé. Et lui, sur son dos, en fait, il avait des dettes à régler, etc. Et donc, du coup, elle pense que c'est un peu à ce moment-là qu'il a fait la tutelle parce que ça l'arrangeait bien pour régler ses histoires. Et en fait, il s'est fait des millions et des millions. Au point où Britney, elle pensait que c'était elle le problème pendant très très longtemps. Elle a eu du mal à comprendre que le problème c'était pas elle entre guillemets et donc sa mère elle a écrit des mémoires tranquilles dans le plus grand des calmes et en fait elle était sur tous les plateaux télé pour dire je comprends pas ce qui est arrivé à ma petite Britney, je comprends pas ce qui se passe machin et donc ça a encore plus renforcé ce truc que Britney elle était pas capable de s'occuper d'elle, qu'elle avait besoin de gens quoi. Et donc en gros dans le livre elle raconte différents passages où c'est des moments en cure de désintox, après c'est hôpital psy et en fait c'est tout le temps comme ça et ça enchaîne. Sauf qu'en attendant ce qui est quand même assez particulier c'est qu'on considère qu'elle n'est pas apte à s'occuper d'elle-même ni même s'alimenter, mais par contre bosser ça va. En fait elle a bossé comme une dingue au point où elle s'est fait plusieurs blessures, elle raconte qu'elle a eu plusieurs blessures au genou et qu'il y a des moments elle espérait juste se blesser en fait, elle était en mode juste faut que ça s'arrête quoi. Et elle dit que pendant des années elle a fait des mauvais shows dont elle n'était pas fière et qu'en fait elle est devenue en colère, elle est devenue aigrie et méchante et qu'elle avait, et même envers ses fans elle avait pas envie de donner, elle n'arrivait plus à donner quoi que ce soit parce qu'on lui avait tout pris. Et c'est pour ça que ce truc dont souvent on s'est moqué de cette vidéo du Leave Britney Alone, en fait c'était complètement justifié quoi, il lui est arrivé des dingueries pendant des années et des années et c'est cool de voir que ses fans sont de son côté et que ces dernières années il y a eu un vrai mouvement justement pour la soutenir et elle en parle dans le livre et elle dit qu'elle est vraiment qu'elle est hyper reconnaissante et qu'elle sera reconnaissante à vie de tous ses fans qui ont fait ça pour elle. Elle a fait plusieurs procédures plusieurs fois pour que cette tutelle n'existe plus parce que tu peux pas normalement faire une tutelle aussi longue et tout et c'était en gros son père il a fait cette tutelle avec une meuf un peu chelou clairement qui avait l'air d'une secte et qui récupérait elle son petit beefsteak derrière et en fait Britney elle avait un avocat mais c'était un avocat clairement qui avait l'air pas ouf et elle pense qu'il était du côté de son papa et un jour elle a fini par péter un câble, elle a appelé 911, j'en peux plus genre je vais devenir folle, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et donc elle a eu un autre avocat et c'est à partir de là qu'elle a été entendue. Mais cette tutelle, elle a duré pendant 13 ans. 13 ans c'est énorme. Et du coup à partir du moment où elle a pu reprendre sa liberté, ça a été un truc de fou. Et c'est pour ça que je trouve qu'en lisant son livre on comprend beaucoup mieux ces posts qui paraissent un peu chelous sur Insta, c'est qu'en fait elle a loupé tous les débuts déjà des réseaux sociaux, donc on a l'impression qu'elle a un peu ce train de retard où elle découvre les réseaux et où en fait pendant des années elle avait même pas le droit de choisir quoi manger. Et donc maintenant, elle retrouve aussi cet amour pour son corps parce qu'on l'a body shamé pendant des années et des années. Bon, c'est pas tout, mais je commence à me cailler. Je vais vous raconter la suite ailleurs. Salut! Ça y est, il fait déjà nuit, du coup on est sur une autre ambiance, un peu tamisée. De quoi se réchauffer. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont pas mal évoqués dans le livre de Britney. L'un d'entre eux déjà, c'est son rapport au succès et du coup sa santé mentale où elle a ce truc que je pense ont beaucoup d'artistes et elle dit assez tôt dans le livre qu'en même temps elle avait envie d'être vue et de pas être vue à la fois, que en fait de faire de la musique c'était sa manière de s'exprimer et de ressentir de la joie et en même temps c'est dur d'avoir toute cette attention d'un coup et qu'en fait ce qui a été vraiment les plus beaux moments dans sa carrière, ça a été le début où elle se sentait libre, où elle avait le choix de produire ce qu'elle voulait, etc. Et qu'après, en fait, les gens ont eu la main mise dessus. Si vous êtes fan, en tout cas, de sa musique, etc., et de toute sa carrière musicale, je pense que lisez le livre, hein, très clairement. J'ai pas pu tout vous résumer dans cette vidéo, hein. Forcément, je vous ai gardé que ce qui, moi, me semblait pertinent. Mais elle raconte, par exemple, ce clip Gimme More et comment elle s'est amusée dessus et que ça a été tourné avec que dalle, avec des potes, justement, et que c'était un peu un gros allez vous faire voir à ses parents et que c'était une manière de se libérer un petit peu. Elle parle aussi de Baby One More Time, comment à l'origine le clip c'était pas du tout censé être ça et qu'en fait elle voulait juste un truc où elle s'amusait avec ses copains, etc. et qu'elle elle s'est trop amusée à le faire et je pense que ça se sent dans son début de carrière. Il y a vraiment il y a du fun. Elle parle aussi beaucoup de son album Blackout où elle raconte qu'en fait c'est limite un album qui a été facile à faire quoi, que la musique c'est vraiment quelque chose qui était très très libérateur pour elle et que c'est un truc genre elle arrivait au studio, elle faisait 2 prises et bim
boum, le truc se faisait, quoi. Et qu'au début, elle avait vraiment beaucoup de plaisir à ça. Alors que quand elle a dû créer, quand elle était sous tutelle, là, il n'y avait plus aucun plaisir, il n'y avait plus du tout une envie de faire. Et elle avait l'impression que son père, il la mettait vraiment dans les studios les plus moches possibles, les plus mal accélérés possibles pour casser toute sa créativité. Et qu'elle s'est tellement traînée des problèmes mentaux pendant des années et des années. En fait, ça a complètement bloqué sa créativité au bout d'un moment. Et elle avait plus cet espace-là. Et elle raconte à la fin du livre que maintenant, elle commence à se retrouver un petit peu, mais que clairement, c'est pas sa priorité, la musique, là, pour le moment. Et je pense qu'elle en a bien besoin. C'est de prendre soin d'elle, d'être avec sa famille et de juste prendre ce temps-là, quoi. Elle raconte toutes ses performances, comment aussi elle s'est mise un peu au cinéma et qu'en fait, c'était pas du tout son truc, c'est quelque chose qu'elle a pas du tout aimé. Elle était dans la sélection quasi finale pour jouer dans le film The Notebook et que finalement, elle était très contente que ce soit Rachel Adams et qu'elle trouve qu'elle a fait un super bon job, mais que ça lui aurait fait rire d'être de nouveau avec Ryan Gosling, un de ses amis du Mickey House Club. Donc ça la faisait rire, mais elle s'est rendue compte qu'en tout cas, c'était clairement pas trop le truc pour elle. Elle parle aussi beaucoup d'anxiété dans son livre, comment elle a eu des grosses crises d'anxiété, qu'elle a pris de l'Adderall et que en fait ce truc où elle a fait des allers-retours constamment en hôpital psy et des cures de désintox, c'est notamment parce qu'il y a eu des périodes où elle prenait des compléments alimentaires parce qu'en fait elle avait tellement plus rien en elle, plus rien à donner que pendant les tours elle avait besoin quand même d'un minimum d'énergie et en fait c'est arrivé que ça ce soit le truc qui la renvoie en cure de désintox. Elle prenait plus d'Adderall à ce moment-là, mais par contre on lui a foutu du lithium et clairement elle était en mode elle planait, quoi, elle savait plus où elle était et elle raconte qu'aujourd'hui elle en a gardé des séquelles, qu'elle a beaucoup de migraines. On l'a mis en tout cas dans des états qui étaient difficilement vivables et où c'est beau de voir que c'est ses enfants qui lui ont permis de tenir. Et je pense l'autre chose aussi qui lui a permis de tenir et dont elle parle beaucoup dans ce livre, c'est sa foi, c'est son rapport à Dieu. Déjà parce qu'elle a eu des expériences de mort très tôt dans sa vie. Elle raconte déjà que l'une de ses grand-mères s'est suicidée, qu'elle avait un mari vraiment pas fou qui l'a fait interner et où elle a fini par péter un plomb. Et Britney, elle a été forcément très marquée par cette histoire et elle s'en sent malheureusement assez proche. Elle le raconte vers la fin du livre, c'est le seul moment où elle parle justement un petit peu de peut-être avoir eu envie de finir sa vie parce que en fait c'était trop. Et elle parle en tout cas un petit peu de ça et de cette expérience traumatisante. Elle parle aussi de sa maman qui après un accouchement a eu un accident et où du coup Britney elle a assisté à ça très très jeune, elle a cru que sa mère allait mourir. Elle a vu aussi un accident de son frère, une histoire avec une tondeuse, enfin vraiment des trucs pas fun. Enfin, elle a eu beaucoup d'expériences de mort et de choses traumatisantes très très jeunes. Et ça, je trouve on le ressent beaucoup dans le livre, sa manière d'en parler. Plusieurs fois elle dit ces trucs-là de j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Quand elle parle de son avortement, elle dit ce truc-là, elle dit mais j'ai cru que j'allais en terminer en fait, que c'était terminé pour moi. Donc elle a un rapport très très fort avec sa foi et elle en parle vraiment, c'est un côté très américain de façon comment elle décrit sa foi, je trouve. Et c'est ça qui l'a fait tenir en partie, où elle croyait un peu à ces miracles-là, quoi. Écoutez, ça résume vachement le livre de Britney que je vous encourage à lire malgré tout ce que je vous ai raconté. Franchement, il y a beaucoup plus de choses à en dire. Je trouve que c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans son époque, en fait, et qui revient sur plein de choses qui sont arrivées à d'autres femmes comme elle. Et vraiment, il y en a beaucoup. Ça m'a fait penser déjà beaucoup à la génération Disney, que ce soit Vanessa Hudgens, Miley Cyrus, Amanda Bynes, comment ces femmes elles ont essayé de s'émanciper de ça. L'image aussi qu'on a eue de Lindsay Lohan pendant des années. On met en avant le côté fêtarde et complètement folle et irresponsable, etc. et qu'on met beaucoup moins aux hommes. Et ça, Britney, elle en parle dans son livre. Je voulais vous garder une petite citation à la fin. Elle dit « Pensez à tous ces artistes masculins qui ont joué avec leur argent et tout perdu. Ceux qui ont abusé de substances ou ceux qui ont des soucis mentaux. Personne n'a essayé de leur enlever le contrôle de leur argent ni de leur corps. » Et c'est très vrai, hein. Ça me fait penser aussi à une interview de Lady Gaga où elle parle justement de ces doubles standards. If I was a guy and I was sitting here with a cigarette in my hand, grabbing my crotch and talking about how I make music because I love fast cars and fucking girls, you'd call me a rock star. But when I do it in my music and in my videos, because I'm a female, because I make pop music, you are judgmental and you say that it is distracting. I'm just a rock star. Pas facile à lire, mais en tout cas, elle aborde tous ces sujets avec le plus de légèreté possible, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à faire un petit tour sur mon Patreon, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!